Commençons euh, par Monsieur Benoît-Marie, maire. Vous avez fait un petit livre qui est intitulé Daï de Daboisa, un patrimoine naturel à préserver. Alors, j'ai lu ce livre et j'ai vu qu'il y a quelques espèces animales telles que le renard. Alors, j'ai déjà parti 3 fois, mais je n'ai observé aucun renard et aucun hérisson. Peut-on dire que ces espèces ont disparu de la Daya? Alors, donc tout d'abord, bon, je ne suis pas tout seul à avoir écrit ce livre. On est une dizaine de naturalistes à avoir mis Euh, ensemble nos compétences pour le faire, avec des spécialistes divers et variés, des insectes pour certains, des oiseaux pour d'autres, des batraciens etc. Bon, alors, pour en revenir à votre question, euh, les mammifères, c'est beaucoup plus compliqué à observer que les oiseaux. Déjà parce que c'est nocturne. La plupart d'entre eux, dont les deux que vous avez cités, le renard et le hérisson, c'est des espèces nocturnes. Donc, soit vous levez très tôt le matin ou vous restez très tard le soir pour avoir la chance d'en voir. Sinon, en pleine journée, vous n'avez aucune chance. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. D'accord. Euh, Encore lundi dernier, j'y suis allé avec une classe et on a croisé un hérisson tôt le matin près de la source. Euh, donc, ils sont bien là. Il y a bon, alors évidemment, vous avez pu voir, si vous y êtes allé récemment, qu'il y a eu des travaux aux alentours de la zone humide où il y a eu enfin, la zone boisée qui était adjacente à la Daya a été défrichée. Donc, évidemment, elle servait de refuge à ces mammifères et sans doute que leur nombre a fortement régressé suite à ces travaux. Mais bon, il y en a toujours. J'en ai encore vu la semaine dernière. Donc, voilà, pour répondre à votre première question. euh, pour notre deuxième invité, une juste question, quelle est votre fonction? Alors, je suis professeure de sciences de la vie et de la terre et en même temps, je suis membre du GOMAC. Donc, ça m'arrive en fait de faire des sorties avec Benoît, voilà, dans le cadre voilà, de nos activités de l'association. Et puis, de mon côté, j'essaie en fait d'organiser des sorties avec mes élèves pour, bien sûr, illustrer des parties de mon programme pédagogique. On travaille surtout sur l'organisation des écosystèmes, les interactions avec les êtres vivants, l'impact des activités humaines sur l'environnement. Et donc, pour moi, en fait, la DAIA, c'est un véritable moyen pour sensibiliser, éduquer à la nécessité de respecter l'environnement et d'avoir une attitude plutôt éco-responsable. Donc, si vous voulez, en fait, mon rôle, c'est en tant qu'éducatrice, j'essaie en fait de sensibiliser en fait les élèves à l'intérêt de cette zone humide. Voilà. Dans ce sens, comment peut-on intégrer l'éducation environnementale ou l'éducation au développement durable? Parmi ces ODD, la préservation de la vie terrestre ou la vie aquatique. Tout à fait. Enfin, déjà dans le programme, ça dépend en fait des programmes. Là, je travaille actuellement dans une école française, donc il y a pas mal de chapitres qui abordent certains objectifs du développement durable, à savoir euh, la biodiversité, la protection de la biodiversité, la pollution, le recyclage des déchets. Donc tout ça, c'est des fois, il y a vraiment des chapitres, il y a des volets qui abordent en fait ces problématiques. Et donc, c'est aux enseignants de s'organiser, de trouver en fait des moyens pour sensibiliser les élèves. Récemment, nous avions en fait organisé un petit atelier de recyclage de déchets
dans le cadre de cette sensibilisation, donc les élèves, ils ont regroupé un certain nombre de bouchons pour en faire d'autres œuvres artistiques. Et donc, les élèves avec les élèves de 6e, ils ont vraiment adoré ce travail. Voilà, donc on compte bien sûr organiser une sortie, une campagne à la DAIA de sensibilisation pour collecter quelques déchets, faire le tri également et observer en fait la biodiversité du site. Alors, par exemple, si vous avez un enfant de 5 ans, 6 ans, comment pouvez-vous l'expliquer la dangerosité de l'impact de l'homme sans tout lui faire peur? Sans lui faire peur. Alors, déjà, je ne travaille pas avec des élèves de 5 ans, de 6 ans. Enfin, mes élèves, c'est plutôt des collégiens. Mais ça m'est déjà arrivé, j'avais une petite expérience avec des élèves de cet âge-là. Tout simplement, comme je disais tout à l'heure, ça passe à travers des ateliers d'animation, à travers des vidéos, à travers des travaux. Voilà, quand on leur donne un petit projet à monter, par exemple, une petite maquette qui explique l'érosion. Voilà, donc ça passe à travers en fait, des activités. Ils sont diverses, bien sûr, mais c'est plutôt l'animation qui fait que, et aussi l'illustration en fait, de la problématique qui fait que l'élève ou alors l'enfant s'intéresse en fait au sujet. Voilà. Mais votre question est tout à fait pertinente parce que avec notre mode de vie actuel, les enfants sont complètement déconnectés de la nature. Et les petits citadins qui vivent à Casa ne savent plus ce que c'est que la nature. C'est vraiment un problème parce qu'ils auront dans quelques années, une fois adultes, à relever des défis environnementaux considérables avec le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité. Et c'est vraiment compliqué de sauvegarder quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît plus. En fait, voilà, il y a une sorte maintenant, je vois plus souvent les jeunes derrière leurs écrans dans la nature, en train d'observer, en train de se poser des questions, en train de faire des relevés, en train de simplement admirer ce qui est autour d'eux. Donc ça, c'est un vrai problème. Et justement, la DAIA, elle est extrêmement bien placée pour résoudre ce problème parce que c'est un écosystème d'une grande valeur écologique qui est très facile d'accès, proche de Casa. Et quand on connaît le nombre d'écoles, de collèges, de lycées qui sont à Casa, vous voyez un peu le potentiel qu'a ce milieu naturel pour reconnecter les enfants à la nature. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants comme Yumna ou moi qui emmènent leurs élèves autour de la DAIA et ils en reviennent enchantés. Ils avaient absolument aucune idée qu'à 10 km de chez eux, il puisse y avoir une telle richesse en flore et en faune. La plupart reviennent complètement émerveillés. Voilà, donc c'est vraiment un endroit d'une grande valeur pédagogique et éducative. Et pour rebondir à ce que vient de dire Benoît, c'est effectivement ça se passe à travers l'observation. Il suffit qu'un enfant de 6 ou 5 ans débarque sur la DAIA pour faire des observations. Déjà, l'observation des oiseaux, moi j'ai vu la réaction de pas mal d'enfants en prenant la longue vue et en regardant en fait les canards, en fait les poules d'eau, en observant de plus près, c'est vraiment c'est Si vous voulez. intéressant pour les élèves, oui, pour les enfants de cet âge. Et même pour les enfants plus âgés, moi, je vous dis, lundi dernier, j'ai emmené des élèves de 16 ans autour de la DAIA et il y a des réflexions des fois qui sont stupéfiantes. Par exemple, voilà, je leur montre des canards en vol. Ah, monsieur, mais je ne savais pas que les canards, ça pouvait voler. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses qui y sont. Donc, voilà, c'est vraiment un bon moyen si on pouvait continuer à utiliser ce site donc d'une manière pédagogique, ce serait
il est vraiment d'une grande richesse et il est d'utilité publique. Retournons au problème en tant que ornithologue. Si un jour la Daï disparaissait, est-ce que le réseau d'immigration des oiseaux va se bouleverser à cause de la disparition de la Daï? Alors, si vous voulez, les oiseaux migrateurs, effectivement, les zones humides ont une importance cruciale pour eux. Parce que ce sont des sites de halte migratoire importants. Les oiseaux migrateurs, ils ont besoin de s'arrêter de temps en temps. Certains font des voyages de plusieurs milliers de kilomètres, 6 000, 7 000 kilomètres entre l'Europe du Nord et l'Afrique du Sud. Et évidemment, ils ne peuvent pas faire ça d'une traite. Ils ont besoin de s'arrêter à intervalles réguliers dans des zones où ils trouvent de quoi s'abriter et de quoi manger. Et justement, les zones humides, c'est un endroit extrêmement favorable pour ça, parce qu'il y a à la fois de quoi s'abriter, hein, de la végétation abondante, les pieds dans l'eau, donc à l'abri des prédateurs terrestres, et également une abondance d'invertébrés qui peuvent servir de nourriture à toutes les espèces migratrices. Donc, voilà, il faut conserver sur le littoral, parce que c'est la voie de migration la moins risquée, la plus fréquentée, il faut garder sur le littoral un maillage de zones humides important. D'accord? Si vous supprimez trop de zones humides, et au Maroc, il y en a beaucoup qui ont été supprimées au XXe siècle, hein, peut-être 50% des zones humides ont été supprimées au XXe siècle, elles ont été drainées pour l'agriculture principalement. Donc, si vous supprimez trop de zones humides, évidemment, vous espacez ces points de halte migratoire potentiels et vous rallongez les étapes des oiseaux. Et donc, le nombre d'individus qui pourra réaliser ce voyage sera beaucoup plus faible. Donc, c'est facile à comprendre. Mais je dirais qu'il ne faut pas se limiter aux oiseaux migrateurs. Il y a aussi une faune locale d'une grande importance, hein. On a quand même relevé la présence de 200 espèces sur la Daya, ce qui est considérable quand vous vous baladez. Moi, je parle en tant qu'ornithologue, donc je parle surtout des oiseaux, mais quand je me balade dans un champ, bon, si je croise 5 ou 6 espèces d'oiseaux pendant une promenade d'1 heure, ça sera, voilà, c'est bien, on est content. Mais quand je me promène autour de la Daya, ce n'est pas 5 ou 6 espèces que je croise, c'est une cinquantaine. Donc, vous voyez un petit peu la différence. C'est extrêmement riche. Et c'est pareil, bon, les oiseaux, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est facile à voir, c'est coloré, etc. Mais c'est exactement la même chose pour les mammifères dont on parlait tout à l'heure, pour les amphibiens, pour les plantes, etc. D'accord? C'est donc, finalement, les zones humides sont des endroits où se concentre la vie. C'est ça qu'il faut garder en mémoire. D'accord? Et ben voilà, si vous supprimez la Daya pour la bétonner ou l'artificialiser, ben vous éliminez purement et simplement toutes ces formes de vie. D'accord? Donc des centaines d'espèces qui comprennent des milliers d'individus. Ces animaux, bon, ils n'iront pas ailleurs, hein, comme le croit souvent le commun des mortels, parce qu'ils n'iront pas ailleurs tout simplement parce que c'est la dernière zone humide de ce type dans la région. D'accord? Donc, ils disparaîtront avec leur habitat. Et dans le contexte actuel d'extinction de masse, hein, puisqu'on est rentré dans la 6e extinction de masse, tous les spécialistes le confirment. Donc, on a un taux d'extinction d'espèces vivantes qui atteint des records. Hein. Ben, vous allez encore augmenter ce taux. Donc, l'homme ne se rend pas compte qu'il a besoin de la biodiversité, mais il en a réellement besoin pour tout un tas de choses, pour la pollinisation des arbres fruitiers, pour le maintien des sols, pour la régulation du climat. Sur cette planète, il faut se rendre compte qu'on est tous interdépendants. Et donc, si vous supprimez la vie, ben, vous attentez à la vôtre également. D'accord? C'est voilà ce que je pouvais dire au sujet de la disparition des milieux naturels, des habitats et
et donc des espèces qui s'ensuivent logiquement. Une autre question, si la Daya a disparu, est-ce qu'on pourrait dire que la pollution dans la ville d'Al-Mu'azza et Casablanca va augmenter, car on a perdu un poumon de la La région pollution. Alors, de l'air. bon, effectivement, hein, enfin, d'un côté, je dirais que ce n'est pas le service qui me vient à l'esprit le plus rapidement. Il y a plein d'autres services écosystémiques qui vont être perdus, à part celui-là. Mais effectivement, la Daya, si vous regardez la Daya vue du ciel, bon, c'est une tache verte au milieu d'un océan de béton et de terre. Donc, C'est c'est surtout vraiment… une sorte d'éponge, en fait, qui limite les inondations, notamment dans Ouais. les Alors épisodes. voilà, il y a des services hydrologiques, mais Ali, c'est bien Ali, hein, votre prénom, oui. Donc, C'est la souligner peine. effectivement Oui, moi, un service d'épuration ou de… Alors, effectivement, c'est vrai, les zones humides ont un rôle d'épuration de l'eau. Donc, elles regroupent une microflore qui va métaboliser toutes sortes de déchets organiques d'origine agricole ou domestique, etc. Et bon, de ce point de vue-là, effectivement, c'est finalement des micro-stations d'épuration naturelles. D'accord? Et la végétation, elle aussi, comme vous l'avez souligné, fait de la photosynthèse, et en faisant de la photosynthèse, eh bien, elle prélève du dioxyde de carbone de l'atmosphère et elle enrichit l'atmosphère en dioxygène. Bon, donc, elle va contribuer à faire baisser l'effet de serre, oui, à son niveau. Donc, tout ça, c'est vrai. Mais Yumna avait raison de souligner que le plus important, je dirais, pour l'homme, au niveau de Darboisa, c'est sans doute les services hydrologiques que cette Daya rend. Parce que quand il fait sec, hein, donc pendant tout l'hiver, elle a emmagasiné de l'eau et en été, ben, elle va restituer tout doucement, lentement cette eau qui peut être utilisée pour toutes sortes d'usages, hein, potable pour le bétail, c'est de l'eau douce, hein, pour l'agriculture, la construction, les travaux publics, les espaces verts. Donc, et puis, en hiver, au contraire, elle va absorber les trop-pleins d'eau. Quand vous avez des épisodes de précipitations brutaux ou violents, eh bien cette eau, au lieu de glisser, de ruisseler sur le sol et d'aller inonder les habitations voisines, elle va s'infiltrer dans cette zone humide qui a vraiment un rôle d'éponge naturelle, une grosse éponge naturelle qui va finalement absorber les trop-pleins d'eau et protéger la population des inondations. Si on comble cette dépression, ben, il y aura évidemment de forts risques d'inondation dans toutes les zones voisines, avec instabilité du sous-sol, autrement dit, des caves, des sous-sols, des parkings continuellement inondés, comme c'est le cas d'ailleurs un peu plus loin à Darboisa, quand vous allez du côté de l'école belge, ou même un peu plus loin, où Tout à fait. c'est exactement ce qui se passe. D'accord. Si vous bétonnez, vous supprimez tous ces services hydrologiques, l'eau, elle ne s'infiltre plus, elle ruisselle, et voilà. Sans parler du microclimat, hein, vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de la végétation palustre abondante. Bah, oui, les plantes, les roseaux, les massettes, les joncs, toute cette abondance de plantes, elle fait de l'évapotranspiration. Et cette vapeur d'eau, finalement, ça confère à la zone un microclimat local très frais. Et bon, ben, en supprimant cette végétation, on augmenterait l'aridité globale de la région. Dans un pays qui est en stress hydrique permanent, ce n'est pas vraiment souhaitable. une autre question, est-ce que les écosystèmes, parmi elles,
la Daï de Daboaza, tous les écosystèmes du Maroc sont tout à fait séparés. Est-ce que si un des leurs, par exemple, si la Daï de Daboaza a disparu, est-ce qu'il y aura un trou dans ce réseau? En fait, euh, oui, il y a des. Vous savez, la biodiversité, elle est répartie de façon très hétérogène géographiquement. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a des zones qui vont concentrer la biodiversité, concentrer les espèces. Et, euh, et les grosses zones humides vont concentrer finalement des reproducteurs. Bon, je pense surtout par exemple aux amphibiens. D'accord? Vous avez 6 espèces d'amphibiens qui se reproduisent sur la Daya. Hein, donc, c'est vraiment un foyer de reproduction pour ces espèces. Pareil pour les libellules, par exemple, chez les insectes. Euh, si je veux dire, il y a un essaimage à partir de ce point névralgique. Donc, toutes les petites zones humides des alentours, elles vont profiter de la reproduction qui a lieu sur ce point central, finalement. C'est vraiment un point névralgique. Euh, donc, oui, il y a des relations entre les zones humides. Euh, les zones humides essentielles, il ne faut surtout pas les supprimer parce que c'est des foyers de reproduction pour certaines espèces. Une autre question. Vous avez parlé de l'importance de la sensibilisation des élèves. Oui, Quel tout à est, fait. quel est le rôle vraiment de la société civile à part de sensibiliser les gens, Alors, lorsque vous parlez de la société civile, c'est-à-dire bah, les citoyens, les associations? les associations, oui, bah, Mm. en tant que nous, les membres associatifs, bah, je fais partie de cette association, donc automatiquement, j'en parle en fait à mes élèves. Les élèves, ils ont envie en fait de découvrir le site. On organise des sorties comme j'ai parlé tout à l'heure. Et aussi, en fait, ça passe pas vraiment à travers les enseignants ou alors les membres associatifs, mais aussi il y a le rôle des parents. Parce que même enfin, ce qu'on reçoit à l'école, peut-être des fois, les parents ne sont pas assez convaincus. Et moi, j'ai déjà eu ce souci avec l'une des élèves qui voulait absolument assister en fait à l'un des ateliers, mais sa maman, elle pensait en fait que c'était tout simplement une perte de temps. Et donc, c'est à nous d'expliquer, bien sûr, et de rappeler en fait l'intérêt de préserver ces zones humides et aussi d'agir pour le climat, d'agir aussi pour la planète. Voilà. Donc, pour en revenir au rôle des associations aussi, bon, bah, évidemment, nous, on peut fournir du matériel d'observation, on peut Tout fournir à fait. de la documentation, évidemment, comme ce livret dont vous avez parlé qui a vocation pédagogique. Hein. Donc, bon, donc voilà, on peut fournir des moyens humains, des moyens matériels, Voilà. des Notre livres. disponibilité pour encadrer, accompagner les élèves, voilà, c'est vraiment notre rôle en tant que membre associatif. Et puis en fait, le reste, c'est bien sûr l'établissement, les parents aussi qui sont impliqués dans ces actions, ce genre d'actions. Voilà. Alors, comme vous aviez dit, il y a des gens qui croient que la sensibilisation à la nature ou l'environnement général, c'est une perte de temps. Oui, Ils tout à disent fait. que en protégeant la nature, on protège simplement les animaux. Alors, par exemple, si on prend l'exemple de la Daïda al Mhm. il y aura un impact vraiment un impact sur la vie de l'homme, sur la vie des citoyens. Ben, on en a déjà un peu parlé. Hein. Donc, en fait, les écosystèmes, ils rendent tout un tas de services. Donc, on en a déjà cité quelques-uns. Oui, Euh, hydraulique. voilà, ils nous empêchent d'être inondés, ils nous fournissent de l'eau. Euh, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? C'est des refuges pour les pollinisateurs. Donc, Tout à les fait, ouais. insectes qui vont butiner, qui vont aller polliniser les arbres fruitiers, etc. Ben voilà, c'est des foyers de reproduction pour ces espèces d'insectes.
Vous avez donc un rôle global sur l'amortissement du climat, mais vous avez aussi, si on regarde un petit peu alors, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre comme services écosystémiques? En fait, les services écosystémiques, on s'en rend compte quand le milieu naturel n'est plus là. Quand il a été supprimé, ben, on se rend compte qu'il y a des inondations, il y a de la sécheresse, il y a des glissements de terrain, il y a une aridité qu'il n'y avait pas avant, il y a une prolifération de telle espèce d'insectes, il y a enfin, ouais, toutes sortes de nuisances. On ne se rendait pas compte que l'écosystème nous Émergence de protégeait. maladies aussi. Oui. Voilà, et une fois qu'il n'est plus là, c'est là qu'on s'en rend compte de tous les Ouais. services qu'il rendait. Là, je dirais, en fait, son principal service, vu sa localisation en bordure d'océan, c'est une zone tampon. C'est une zone tampon qui va nous protéger considérablement, hein, puisque tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'avec les changements climatiques, les régimes de précipitation vont changer, vont être beaucoup plus inégalement répartis au fil de l'année, avec des épisodes beaucoup plus intenses et violents. Donc, on a parlé des risques d'inondation tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier qu'on est tout près de l'océan au niveau de cette Daïa. Si vous voulez, s'il y a une tempête qui cause une brèche dans la dune, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau de mer va s'infiltrer à l'intérieur des terres et elle va rentrer dans la dépression interdunaire qu'occupe aujourd'hui la Daïa. Ça va faire finalement ni plus ni moins que ce qu'il y a à Walidia, si vous êtes déjà allé à Walidia, c'est-à-dire une lagune d'eau de mer. Une lagune. Donc, c'est vrai, c'est absolument pas une bonne idée de construire dans ce coin. C'est vraiment. Et d'ailleurs, si vous regardez les modèles climatiques américains, il y a un modèle climatique américain qui est sorti pas longtemps, qui s'appelle Surging Seas. Si vous regardez un petit peu les prévisions, si vous augmentez la température de 2 degrés, eh bien, toute cette zone interdunaire, où se trouve aujourd'hui la Daïa, dans 50 ans, eh bien, c'est une lagune d'eau de mer. Il y aura voilà. Donc l'océan va attaquer le littoral. Ben, je peux partager l'écran ou Attendez. je peux vous montrer si vous voulez. Hein. C'est des petits modèles climatiques qui sont maintenant accessibles en ligne, hein, donc je peux vous montrer ça direct si vous le souhaitez. Alors, donc, attendez, j'essaie de trouver ça vite fait. Voilà, c'est ça. Donc, écran partagé. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est la zone de Casa actuellement. Vous voyez le port, la Corniche, le boulevard de la Corniche, la route d'Azemmour. Voilà, donc ici, la Daïa, elle se trouve actuellement ici, là, d'accord? D'accord. Voilà, si j'augmente la température de 2 degrés, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. L'émergence, en fait, de l'eau. Vous avez une lagune d'eau de mer. Vous avez une lagune d'eau de mer qui va se créer. Mais c'est clair, avec l'augmentation globale du niveau de la mer, avec les coups de boutoir répétés des tempêtes contre le cordon dunaire, c'est clair qu'un jour ou l'autre, il va y avoir une brèche et que l'eau de mer va s'infiltrer à l'intérieur des terres. Et cette Daïa, ben voilà, elle sert de zone tampon. Elle va protéger les habitations qui sont le long de la route d'Azemmour en absorbant cette eau de mer. L'acidification aussi va impacter aussi la prolifération de certaines espèces au niveau de la zone. Voilà, donc c'est vraiment, il faut faire très attention avec les constructions sur le littoral, parce que 2 degrés, ce n'est pas une prévision pessimiste, d'accord? C'est même la prévision la plus optimiste, d'accord? En 2100, on prévoit entre 2 et 5 degrés de plus, d'accord? Donc, c'est vraiment la fourchette basse, d'accord? Donc, si c'est 4 degrés, bah voilà à quoi ça va ressembler. Donc, bon, vous voyez, ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est ce qui va se produire avec une grande probabilité.
Donc, en gros, cette DAIA nous protège. Il ne faut surtout pas construire dans cette zone. C'est un peu ce que j'avais, voilà, le message que je voulais vous faire passer. Comme l'enseignante a dit, parmi les conséquences de la destruction de la biodiversité, la propagation des maladies. Grâce à l'effet de dilution, toutes les maladies sont diluées dans la biodiversité. Par conséquent, ils n'atteignent pas l'homme. Si on observe cette pandémie de COVID-19, SARS-CoV-2, on voit qu'il est une zoonose, c'est-à-dire un virus d'origine animale. Il s'est émergé, il a apparu à cause de la destruction de la biodiversité. Alors, nous savons plein de vecteurs ou de transmetteurs de maladies, parmi eux les chauves-souris et même les oiseaux. Et surtout les oiseaux migratoires, peut-on dire que est-ce que la DAIA de Darboisa ramène des maladies à cause des oiseaux migratoires? Non. Moi, bon, il y a une mortalité qui est très faible. Moi, je n'ai jamais vu de mortalité importante à Darboisa avec des tas d'oiseaux qui mouraient. Quand l'écosystème est équilibré, en général, vous ne constatez pas ça. J'ai vu ça une fois donc à Walidia, hein, mais c'était parce qu'il y avait eu des rejets d'une station d'épuration. Franchement, bon, les histoires de grippe aviaire, etc. En 12 ans d'observation régulière à la DAIA, j'ai vraiment jamais observé de mortalité de masse. Je dirais même que c'est l'inverse. Quand un écosystème est en bonne santé, les populations de chaque espèce sont maintenues à un niveau raisonnable. Les problèmes, par exemple, je sais pas, on peut parler des moustiques parce que c'est quand même le vecteur de maladie le plus important qui soit. Moi, à la DAIA de Darboisa, je me fais beaucoup moins piquer par les moustiques que chez moi en plein Casa. D'accord? Pourquoi? Parce que je me fais quasiment jamais piquer. Et pourquoi? Parce qu'ils ont des prédateurs sur la DAIA. Il y a plein de poissons, de batraciens, d'oiseaux qui consomment en permanence ces moustiques et leur population est maintenue à un niveau très bas. D'accord? Alors que quand vous construisez n'importe quel immeuble à Casa, voilà, vous construisez les fondations, vous avez une piscine qui se fait. Alors là, c'est là que vous avez des proliférations de moustiques considérables. Parce qu'ils ont toute latence pour se développer, aucun prédateur, etc. Mais dans un milieu naturel en bonne santé, vous n'avez aucun problème de ce genre. En tout cas, à la DAIA, j'ai absolument jamais constaté de prolifération ou de mortalité anormale. Une autre question, est-ce que maintenant la DAIA de Darboisa, est-ce que on pourrait investir dans cette zone humide pour la transformer en refuge naturel et en même temps promouvoir le tourisme vert dans la région? Logique, oui, tout à fait. Ah oui, il y a déjà beaucoup pour l'écotourisme, c'est une zone stratégique, hein, bien sûr. Il y a déjà beaucoup d'ornithologues enfin avant en tout cas la pandémie, beaucoup d'ornithologues qui en faisaient un point de passage obligé. Hein. Bon, ils atterrissaient à l'aéroport de Casa. Le premier milieu naturel qu'ils allaient voir, c'est la DAIA de Darboisa, parce qu'il y a des espèces très intéressantes pour les ornithologues et les photographes animaliers. D'accord, bon, sarcelles marbrées, les fuligules niroca, la Thalèque sultane, la Fulca crête, enfin plein d'espèces très très intéressantes et pas forcément très courantes, pour certaines même très rares. Donc c'est une zone, c'est une zone intéressante pour l'écotourisme. Et on pourrait évidemment l'aménager Oui. dans ce sens-là, effectivement. Oui, d'ailleurs, il ne suffirait pas de grand-chose, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est déjà très accessible.
Donc, bon, cette zone… Oui. Pour revenir en fait à ce que tu disais, Benoît, l'idée justement, c'est de l'intégrer en fait dans les plans d'aménagement immobilier et pourquoi pas créer Oui. des sentiers, des observatoires pour les oiseaux, enfin pour observer des oiseaux justement et pour les sorties pédagogiques. Voilà, c'est Voilà. ça vraiment parmi les propositions du GOMAC. Alors, effectivement, cette zone, ça serait dommage de la mettre sous cloche, hein, Mm. de couper la daya des gens. Ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite faire, hein. Donc, on a souligné son rôle éducatif important, son rôle dans l'écotourisme. En fait, il faudrait un aménagement qui permette à chacun d'en profiter. Donc, par exemple, un circuit pédestre qui ferait le tour de la daya, D'ailleurs, avec à intervalles réguliers des pénétrantes qui permettent d'accéder à l'eau, avec peut-être une palissade en bois pour permettre d'observer la faune d'un peu plus près, tous les animaux. Donc voilà, c'est ce style d'aménagement durable qu'il serait souhaitable, je pense, dans cette zone. Mm. alors, comme vous voyez dans cette photo, on voit la différence entre avant le nouveau projet immobilier et après. On Ah. voit tout à fait la différence. Est-ce que après cette menace et après toutes les étapes un peu judiciaires, est-ce on peut dire que l'ADAIA est vendue ou l'ADAIA et son avenir est Alors, incertain? mais c'est une question compliquée parce que, oui, effectivement, la situation est critique avec il y a eu une récente décision de justice qui a rejeté le rattachement de la DAIA au domaine public hydraulique. Autrement dit, la DAIA est en train de tomber dans les mains d'intérêts privés. Donc, bon. Alors après, pourtant, elle remplit tous les critères décrits par la loi sur l'eau, tous les critères d'appartenance au domaine public hydraulique, hein. C'est un plan d'eau naturel, permanent, alimenté par des Oui, sources, qui n'est pas utilisé pour l'agriculture. Donc, logiquement, ça fait partie du domaine public hydraulique et c'est un terrain qui est non aliénable, insaisissable. Elle coche toutes les cases. Donc, nous, voilà, on ne comprend pas la privatisation de ce terrain. On a du mal à comprendre cette décision. Euh, bon, alors, de deux choses l'une. Si l'État ne prend pas ses responsabilités pour protéger cette zone qui, on l'a vu, était d'intérêt public, ben, il ne nous reste plus qu'à espérer que le promoteur immobilier qui va hériter de ce terrain sera assez intelligent et responsable pour comprendre qu'il a beaucoup plus à gagner à garder cet oui, écosystème qu'à l'artificialiser. oui, Parce que ça peut vraiment devenir un outil de promotion extraordinaire pour lui, hein, oui, et considérablement mettre en valeur son projet et les projets adjacents. On ne peut pas rêver mieux que d'avoir la vraie nature à sa porte euh, plutôt qu'un terrain de golf ou une pelouse anglaise, quoi. Ça serait vraiment quelque chose d'unique dans la région et qui valoriserait beaucoup le site, oui, hein. Mm. Parce que, ouais, trop souvent, on pense souvent que le développement humain, mais trop souvent, ça rime ici avec artificialisation, avec destruction. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a sincèrement moyen de concilier l'activité et l'habitat humain avec le maintien d'espaces naturels de qualité, hein. Ça s'est fait ailleurs dans le monde. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire au Maroc, d'autant plus qu'il y a un vrai besoin de nature chez les gens ici, hein. Donc, il n'y a qu'à voir le succès des parcs urbains une fois qu'ils sont restaurés. Ici, c'est bien mieux qu'un parc urbain, la Daya. C'est oui, vraiment la nature avec toutes ses fonctionnalités écologiques conservées, tous ses services écosystémiques. Donc, c'est bien mieux que tout ce que l'homme pourrait faire en termes oui, d'aménagement. Et, Mm. et si vraiment les gens qui vont hériter de cette zone sont assez intelligents et raisonnables pour comprendre ça, euh, eh bien, on peut encore avoir de l'espoir. Oui, tout à fait. Pour la forêt à côté de Daladaya, est-ce que la forêt appartient aux eaux et forêts, à Alors, l'agence?
je ne suis pas spécialiste du foncier. Il faudrait aller voir à l'agence urbaine pour voir un petit peu tout ça. En tout cas, il y a un forestier qui est là à demeure, hein, et qui semble s'occuper de ce bois d'eucalyptus, effectivement, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je ne me suis jamais penché sur la question. Je ne sais pas si Yumna, tu en sais plus. Je suis comme toi, enfin, aucune idée là-dessus. Je ne sais pas. Euh, euh, on a observé dans les derniers siècles, depuis le Xe siècle, on mélange le développement avec l'humain. Le développement, je parle du développement économique. On dit qu'avec l'augmentation euh, de la production brute, bah, les habitants mieux vivre. Maintenant, on voit un peu l'inverse, c'est que l'homme aime de plus en plus la nature. On a observé pendant le confinement, les gens sont confinés dans des petits appartements, c'est restreint. Eh bien, la vie en béton, c'est devenu de plus en moins ennuyeux. Les gens, surtout les habitants de Casa, ont compris que pour vivre, il faut de la nature, il faut de la nature, il faut de l'air. Ils ont acheté plein de terrains, surtout ici, je vis à Hatswana, on a observé une augmentation des habitants après le confinement. Alors, madame, vous êtes en tant qu'enseignant de SVT, Mhm. toujours dans le cadre de l'éducation au développement durable au DD, comment peut-on enseigner aux enfants, c'est-à-dire les générations futures, Mhm. que le développement vient pour aider l'homme et non pas, comment expliquer les enfants que le développement durable est un développement dont le but euh, est de comment dire, faire vivre les habitants. Comment peut-on expliquer aux enfants et aux collégiens, c'est-à-dire Mhm. aux enfants, que si un jour ils deviennent des ministres, comment, Mhm. attendez, Alors, en fait, déjà, pour mettre en place une démarche de l'ODD, il faut prendre en considération les trois composantes. Ou alors les piliers, en fait, le pilier environnemental, social c'est et économique. économique. Les trois. Donc, on ne peut pas vraiment construire quelque chose sans vraiment Aux autres. écraser le social, écraser en fait les activités en fait humaines. Il y a lorsqu'on veut construire, en fait, il faut d'abord penser à l'écosystème qui, euh, qui était déjà avant de construire. Là, la photo que vous venez de nous montrer, en fait, c'est vraiment le bel exemple. On ne tient pas vraiment en considération l'importance de l'écosystème et on pense construire sans se rendre compte en fait de ces habitats qui existaient déjà. Donc la meilleure façon, c'est de regrouper les trois piliers et que les enfants doivent être sensibilisés sur ce plan-là. Comment peut-on vraiment atteindre ce développement durable tout en respectant ces trois composantes sur le plan social, économique et environnemental. Voilà. Euh, je reviens à la première question. On observe dans l'enseignement marocain, il y a la matière histoire géo, mais on ne parle pas beaucoup de l'environnement dans la partie géographie. Alors, on a vu dernièrement, l'UNESCO a mis en place le EDD, euh, euh, le ESD, Education of Sustainable Development 2030. Comment peut-on intégrer en tant que pédagogue, comment peut-on intégrer un nouveau système d'éducation
dans un ancien système. Oui, bah, Donc, oui, transformer notre méthode, notre système pédagogique pour faire un nouveau système pédagogique euh, euh, à l'intérieur, mhm. on explique que le futur de l'homme et la nature. Bien. En fait, c'est une question assez complexe parce que, comme je disais tout à l'heure, ça passe par des expériences, ça passe par de l'observation et surtout quand on est habitant de la ville, donc on voit pas vraiment cet impact-là, surtout des activités humaines sur le climat. Et c'est en allant vers la nature, en animant des cours, en organisant plutôt des classes transplantées pour aller découvrir la nature, expliquer ce genre de choses aux élèves. Parce que même, enfin, entre quatre murs, l'élève ne Et, comprendra jamais en fait l'importance de la mise en place en fait justement de cette démarche du développement durable. Donc, tout se passe par l'observation, par l'expérimentation et des travaux de terrain qui pourront vraiment aider à sensibiliser ce jeune public. Voilà. Moi, je pense que ça doit aussi venir d'une refonte des programmes parce que Oui, voilà, un une changement réforme. complet de paradigme parce que les enseignants d'un certain âge ont toujours un état d'esprit qui est le suivant, la nature est au service de l'homme, finalement. et, Hein. Alors qu'en réalité, l'homme est intégré dans la nature, on fait partie des écosystèmes, on n'est Oui, pas à tout à fait. côté, on est dedans et on a des interactions avec tous les éléments de cet écosystème. Donc on est Oui, vraiment au cœur des écosystèmes. Et il faut sauter de l'idée qu'il y a l'homme d'un côté et la nature de l'autre. Euh, encore plus de l'hostilité de oui, cette nature, comme on le voit encore. Donc, c'est vraiment un changement complet de paradigme. Et je pense il faut absolument que les nouveaux programmes de géographie, de SVT, en tiennent compte. Hein, de cette nouvelle façon de voir les choses, parce que oui. c'est vraiment là qu'est notre salut. C'est à une échelle supérieure qui nous dépasse, nous, simples enseignants. Il faut, voilà, il faut On peut vraiment prendre tout changer. simplement l'exemple de certains pays scandinaves qui ont vraiment adopté ces démarches. Oui. Et les écoles, on appelle ça les écoles de la Sud. forêt ou de la nature, où tout se passe vraiment dans un milieu naturel. Et tous les cours sont illustrés par des observations. Ça ne se passe pas à travers des écrans ou tout simplement le tableau, mais vraiment les élèves, ils sont en pleine expérimentation. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen pour transmettre en fait ces idées-là. Voilà. Et là encore, la Daya s'y prête bien parce que c'est vraiment un endroit la Daya d'Arboisa, où on peut faire des projets, des démarches de projets très intéressantes et pluridisciplinaires. On peut faire de l'éducation physique, on peut faire des maths, on peut faire des sciences physiques, on peut faire de la biologie. Oui. Par exemple, Oui, moi, je leur fais calculer le débit des sources à mes élèves. C'est intéressant comme, bah oui, tu vois, tu mets, Mm. on calcule une section dans le ruisseau en plantant des petits bâtons, en les mesurant, en mesurant la largeur du ruisseau. On prend une longueur de 10 mètres, on met un bouchon en plastique sur la ligne de départ, on chronomètre le temps qu'il met pour faire 10 mètres. Voilà, on fait une division, on répète l'expérience pour bien montrer que la répétition des expériences est importante en sciences. Enfin bon, c'est vraiment une démarche de projet. On peut faire plein de choses autour de la oui, DAIA. Vraiment, toutes les matières. On peut faire du français, on peut faire de l'arabe, on peut, oui, en voilà, tout à questionnant fait. les C'est ça. usagers de la Oui, DAIA, en jouant aux journalistes. Oui. C'est vraiment pluridisciplinaire et c'est assez extraordinaire. Les jeunes apprennent vraiment plein de choses. oui, Comme vous avez dit, l'école a un rôle, même les parents. Euh, Quant aux parents, c'est la même chose, c'est sensibiliser leurs enfants. Mais un autre tout à fait. problème, est-ce que les parents sont déjà sensibilisés?
pour Voilà, sensibiliser les enfants. c'était la grande question parce que Oui, des fois on croit bien faire et puis des fois on se trouve heurté à des, comment dirais-je, des questions un peu voilà, des complexes. questions. Mais il n'y a rien de mal en fait. On peut toujours faire comprendre et clarifier pourquoi on va à la Daya, pourquoi on est obligé de recycler, parce que il y a pas, enfin, pas tout le monde en fait est vraiment dans cette démarche-là du développement durable, mais notre rôle justement en tant qu'enseignant, c'est de sensibiliser les élèves qui vont aller bien sûr parler à leurs parents de ce qu'ils ont vu Ah, avec l'enseignant, et c'est comme ça que ça se passe en fait l'apprentissage. Et en fait pour les enseignants, que ce soit un enseignant de SVT, de français ou d'histoire géo, c'est à l'enseignant d'intégrer en fait une démarche ludique dans son apprentissage pour montrer aux élèves. Enfin, on n'est pas obligé de faire toujours des cours magistraux ou des cours en fait qui sont en fait tout pauvres en matière d'illustration. Donc l'enseignant, un véritable enseignant, c'est celui qui va toujours chercher une manière ludique pour transmettre en fait le savoir. alors, merci, Monsieur Benoît Amer. Vous êtes ornithologue et membre du COMAC. Merci, Madame. Si vous pouvez me dire votre nom. Alors, Madame Youmna, c'est avec Y-O-U-M-N-A. Hajjam avec H-A-2-J-A-M. Alors, merci, Monsieur Benoît Amer. Vous êtes ornithologue et membre du COMAC. Et merci, Madame Yumna Hajjem. Vous êtes enseignant en SVT et membre du COMAC. Merci pour votre présence à cette visioconférence sur la DAI de Dalboaza, organisée par les Chevaliers de l'Environnement, un club scolaire du groupe scolaire Sahel et affilié à la direction provinciale de Bercy. Merci beaucoup. Merci Ben, à vous. merci à vous pour votre intérêt. Et puis, à une prochaine fois, j'espère, à la DAIA.